Allez, vous êtes dans Cap Sud sur Sud-Est Radio. Regardez vos montres, il est 10h exactement, 10h01. On est quand même pile à l'heure et nous allons tout de suite retrouver notre première invitée de la matinée. Elle est bien là, on l'attendait, on en parle depuis le début de la semaine, même depuis le week-end, Philippe. Nous avons le plaisir ce matin de recevoir Marie-Thérèse Casimirius, qui est... Alors, première question, la maire, la mairesse, le maire, qu'est-ce qu'on peut dire de Basse-Pointe? Les deux se disent, Madame le maire ou Madame la maire, mais je voudrais déjà vraiment remercier Radio Sud-Est pour son invitation et puis saluer bien évidemment les franciscaines et les franciscains et puis surtout tous les Martiniquais qui nous écoutent. D'accord. Alors bien au-delà de ce remerciement que nous acceptons avec plaisir, mais je voudrais... renouveler les remerciements, parce que c'est peut-être pas évident en un jour de semaine où on a toujours plein de choses à faire, de se libérer. En tout cas, Radio Sud-Est est heureux de recevoir donc Madame Casimirius. Alors, le but de cette émission, c'est d'abord de savoir qui vous êtes, Marie-Thérèse Casimirius. On sait, alors le but de l'émission, en fait, c'est ça. On connaît les maires, on connaît l'orthodoxe politique, on sait qu'ils ou elles ont été élus. Mais qui sont ces gens? Alors, la première question que je vais vous poser tout naturellement, qui êtes-vous? Alors, moi, je suis en train de répondre que je suis une Martiniquaise, une négresse bon teint et fière de l'être. J'ai vu ça. Je suis issue d'une fratrie de 6 enfants. Je suis née à Basse-Pointe. J'ai été scolarisée à Basse-Pointe. Et puis, bien évidemment, après le lycée, j'ai quitté donc la Martinique pour poursuivre des études parce que j'estimais qu'il fallait que je sois beaucoup plus armée pour accéder au marché du travail. Et puis, de nature, je suis très curieuse. Et par conséquent, je suis partie dans l'Hexagone où j'ai fait une école de commerce. J'ai fait aussi l'Institut du droit des affaires à la faculté d'Assas, Paris 2. Et puis, j'ai intégré donc l'assurance chômage d'abord dans l'Hexagone. Et puis, en 1981, plus exactement, le 13 mars, c'est un jour fatidique, j'ai intégré donc à la demande de ma direction, puisqu'on venait d'étendre le régime d'assurance chômage dans les DOM à partir du 1er septembre 80. Donc, on m'a demandé de venir en tant que chargé de mission ici pour assurer la mise en place de l'assurance chômage à la Martinique. Nous étions donc 2 chargés de mission, 2 collègues de l'Hexagone et moi-même pour assurer cette mise en place, ce qui a été fait. Et puis, bien naturellement, on m'a proposé de rester parce que j'avais la possibilité de réintégrer le poste à Paris. Donc, je suis resté pour servir mon pays. Je crois que c'est là une noble cause de rester pour servir son pays. On n'entend pas ça assez souvent chez nos jeunes qui partent un petit peu partout dans le monde. En tout cas, donc vous êtes donc de métier chargé de mission à Pôle emploi, si on peut dire ça à l'époque. Est-ce que c'était déjà Pôle emploi? Non, ce n'était pas Pôle emploi. On a eu d'abord l'extension donc de la NPE dans les années 70, plus exactement 78, puis l'assurance chômage, l'ACDIC en mars 80, avec une période transitoire à partir de septembre 80. Et puis ensuite, Pôle emploi est intervenu suite au décret de 2008, avec une application en 2009. D'accord, voilà. Très bien. Alors, vous voilà arrivé donc à la Martinique, vous avez accepté donc de rester, ce qui nous emmène directement, donc quand vous êtes resté, vous avez décidé en famille, seul, et puis l'occasion pour nous de nous dire sur le plan familial qui vous êtes. J'ai été mariée, je suis arrivée en mars j'ai intégré le 13 mars 81 avec ma fille Alison, et puis ensuite après, il y a mon fils qui est né en 83, Grégory. Par conséquent, j'ai été mariée à un moment, puis c'est comme partout, il y a Absolument. un moment où on n'a pas les mêmes objectifs, qui deviennent divergents, par conséquent... Chacun choisit sa route. Voilà, j'ai choisi la mienne. Alors, quelle distance, c'est même pas le mot distance, entre le moment où vous êtes entré, où vous êtes installé, à quel moment avez-vous pris la décision de rentrer dans la politique? Alors, j'en ai déjà parlé. Depuis, dans l'Hexagone, j'ai
Toujours pour servir. Là, le champ était beaucoup plus vaste, hein, les Antilles-Guyanais, et qui me le rendent bien jusqu'à présent. Je me suis toujours attachée à servir les Antilles-Guyanais, les Martiniquais et les Martiniquais. Et à l'époque, quand j'en parle, on a même essayé de me faire un procès d'intention. J'étais souvent en contact, je l'ai connue personnellement, Madame Anémone Giscard d'Estaing, qui était présidente de l'enfance, et j'étais scandalisée de voir les conditions de logement des Antilles-Guyanais. On appelait ça rez-de-chaussée des Antillais, des chambres de bonne. Et je me suis battue pour que des femmes notamment aient des conditions de logement, que l'accès au logement soit ouvert pour permettre, surtout pour les enfants. Et c'est tout naturellement que Madame Giscard d'Estaing m'avait demandé, je n'ai eu de cesse. Alors à l'époque j'étais beaucoup plus jeune, donc vous doutez bien que j'étais beaucoup plus virulente. Donc j'estimais toujours qu'il y avait une discrimination à l'égard des Antilles-Guyanais, alors que nous, d'emblée, on dit que nous sommes Français, mais je me faisais un plaisir à lui rappeler que nous étions des Français complètement à part, et à lui rappeler la loi de départementalisation des Césaires pour une égalité des chances. Et elle m'avait donc naturellement, ainsi que Valéry Giscard d'Estaing que j'avais rencontré, m'avait demandé d'intégrer, donc de travailler en quelque sorte avec eux, d'intégrer leur parti, ce que je ne pouvais pas faire. Alors après, elle avait essayé de me proposer un poste à son cabinet, ce que j'ai refusé parce que je travaillais déjà à l'assurance chômage. Et puis, de manière globale, je peux travailler avec des personnes à un certain niveau, mais je dis souvent qu'il y a des pas que je ne peux pas franchir. C'est ça, il y a des paliers qu'il est difficile de prendre. Exactement. Donc, je ne pouvais intégrer ni le parti de Madame Anémone Giscard d'Estaing, ni intégrer non plus, faire partie de son personnel, parce que j'estimais que j'allais être muselée dans mon action et dans mes convictions même à l'époque de citoyenne, et que par conséquent ça ne cadre pas. Mais j'ai toujours respecté. Je fais souvent allusion à cette époque de ma vie parce que elle a parfaitement compris, et elle m'a même remercié de mon honnêteté, parce que je préférais continuer à travailler avec elle sur un certain niveau, mais je redis, pour moi, il y a des pas à ne pas franchir. Voilà. Et ça n'a pas été franchi. Non, pas du tout. Et pourtant, revenu à la Martinique, le pas a été franchi. Est-ce que c'est une autre raison, pas avec Mme Giscard d'Estaing, mais une autre réflexion vous emmenait à vraiment tomber dans la lutte politique? Absolument, parce que toute ma vie, il y a une période de ma vie que je n'oublierai jamais et que je demande aux Martiniquais de ne pas oublier. J'accepte de lever le voile. Mon père était un ouvrier agricole. Il était un communiste. Et j'ai vu papa souffrir ce que j'appelle les affres par rapport à quelque chose de fondamental au niveau de la citoyenneté, c'est le droit d'expression. Le simple fait que mon père ne partageait pas donc les orientations, la vision du pouvoir économique de l'époque, papa a souffert le martyre, et j'ai assisté à tout ça en silence. Et je me dis que j'interdis à quelqu'un de m'empêcher d'avoir un avis divergent. Et c'est Césaire, grâce à l'intervention de Sévère Serlan, qui était à l'époque maire du Macouba, qui a donc permis que mon père intègre le personnel de la ville de Fort-de-France. Et Césaire a toujours eu beaucoup de respect pour mon père. Et par conséquent, c'est une période que je n'oublierai jamais. Et vous aviez quel âge à l'époque dont vous parlez? À l'époque dont je parle, j'avais 10 ans. Ah oui, toute jeune. Et je n'ai pas... Vous savez, c'est à cet âge-là qu'on a moins de problèmes, on n'est pas encore dans la vie active. Donc, il y a des images qui vous marquent et qui restent à jamais. Il y a un certain moment dans la vie où on est tellement pollué par des événements qu'il y en a... Bon, on n'a pas le souci du détail, mais à cet âge-là, précisément, on a le souci du détail. Et je n'oublierai pas comment papa arrivait avec... il était blessé. À l'époque, on n'en parle pas de cette vie ouvrière où le travail n'était pas mécanisé, où mon père arrivait, et il m'arrivait je le dis avec beaucoup d'émotion, de penser mon père avec le rhum qu'on utilise pour soigner les chevaux et les mulets. Et papa, le lendemain, il y avait toujours cette combativité chez mon père qui, malgré qu'il était blessé,
il repartait parce qu'il avait cette obligation de nourrir ses enfants. Alors, je continue sur cette même question. Est-ce qu'à l'époque, on vous a fait remarquer que votre père était communiste? Est-ce que c'est venu un moment ou un autre? Même énormément. À l'issue tout ça, c'est un tout. À l'issue des élections, parce que le Parti communiste a perdu le pouvoir politique dans le Nord, parce que c'était dû aussi aux luttes ouvrières qui avaient été amorcées et gagnées. Et puis surtout, depuis l'histoire des 16 de Basse-Pointe, tout a été fait pour de ternir l'image de la gauche, l'image des luttes ouvrières qui avaient été entamées, qui ont permis jusqu'à présent d'avoir des garanties sociales. Tout ça, simplement avec l'histoire des 16 de Basse-Pointe, ça a été gommé par la population. Et à l'école, j'étais souvent vraiment jeté aux orties par des enfants, parce que vous savez, très souvent, quand les parents parlent, ils ne font pas attention. Donc les enfants se faisaient les relais de leurs parents à l'école pour me dire papa aussi un communiste, donc c'est papa communiste qui a tué le monde, papa a tué le monde. Enfin, j'en ai beaucoup souffert, j'ai appris à dépasser tout cela, mais même quand j'ai appris à dépasser tout ça, je n'oublie pas. Il y a des choses qui ne s'oublient pas, c'est vrai, et cette question n'est pas innocente comme je voulais poser. En tout cas, Marie-Thérèse Casimir, donc vous voilà donc jetée dans l'idée de faire de la politique. Comment ça vous est venu? Comme ça, c'était un cheminement normal, ou bien on est venu vous chercher, on vous a proposé, des gens vous ont un petit peu embêté? Alors, la première personne qui m'a fait une proposition, ça a été Louis-Joseph Moscou en Trinité. Mais celui vraiment à qui je dois l'accès, qui a permis l'accès de la femme que je suis vraiment dans l'arène politique, c'est Serge Letchimy. Parce que jamais je n'aurais pensé que Serge Letchimy m'aurait demandé en 2010 d'être sur la liste des régionales. Pour moi, ce n'était pas possible. Mais lorsque il m'avait dit oui, tu seras en 20e position, je me suis dit bon, en 20e position, ça c'est sûr que je serai exclu. Mais voilà un homme pour lequel j'ai une très haute et grande estime, parce qu'il savait de quoi il parlait. Il avait fait son calcul pour savoir de combien de sièges il allait disposer. Et Serge a toujours eu, c'est mon mentor. Et chaque fois que je l'interrogeais, il a toujours eu ce regard un peu comme Barack Obama, oui tu peux le faire. Et c'est grâce à lui que je me suis lancée dans les municipales et qui jusqu'à présent continue à m'accompagner et à me rassurer lorsque par moment je dis peut-être que ce n'est pas bon, c'est pas évident parce que la politique c'est très dur. Et c'est quelqu'un qui est toujours là pour me rassurer, pour me dire oui tu peux. Et effectivement au final je me suis rendu compte qu'en 2014 j'ai pu remporter les élections municipales à Basse-Pointe. Alors, dites-moi, comment avez-vous vécu ce moment? Parce que je pense qu'entre le moment où on décide de se présenter et puis le moment où on est élu, il se passe beaucoup de choses dans la tête. Ces moments de stress, ces moments de désillusion ou d'illusion. Bon, bref, alors, le soir où vous avez su que vous étiez élu maire de Basse-Pointe, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Je n'y ai pas cru. Mais j'étais entouré, alors on était organisé, hein, et j'étais entouré de personnes à qui je me rappelle que j'ai demandé à ma meilleure amie, je lui ai dit, tu es sûr que j'ai remporté les élections? Et on m'a invité simplement à monter en voiture et à aller à la mairie, où là j'ai trouvé une foule en liesse. Là aussi, ce sont des moments que je n'oublie pas. D'ailleurs, dans mon discours, j'ai vraiment rendu hommage à mon père et mon seul regret, c'est que mon père n'était pas présent, ainsi que ma mère, pour assister à tout ça, parce que j'ai estimé que ce n'était pas la victoire de Marie-Thérèse Casimirius, c'était d'abord la victoire de Constant Casimirius et la victoire d'Aimé Césaire, qui a beaucoup fait pour Basse-Pointe, où j'estime qu'il n'a jamais eu la place qu'il doit avoir, et c'est pour cette raison que je suis en train de me battre avec un dossier. Je serai probablement à Paris, toujours accompagné de Serge Letchimy, pour rencontrer donc, le représentant, la présidente de l'UNESCO,
dans le cadre d'un projet d'espace muséal pour Césaire à Basse-Pointe. Et ça, j'estime que je le dois à Césaire. C'est un cheval de bataille. Vous allez travailler dessus jusqu'à ce que ça se fasse. Jusqu'à ce que ça se fasse. Nous avons donc déjà de bonnes retombées, puisque nous sommes aidés par un ambassadeur de l'UNESCO, qui est M. Victor Nkoulou, et qui déjà, j'ai reçu il y a 2 jours un SMS très encourageant pour nous dire que le projet à hauteur de 1,9 million, très certainement va être, nous avons donc déjà gagné. Voilà, donc vous voilà donc élu maire de Basse-Pointe. Les moments d'émotion passés, il faut bien se mettre dans la tête que c'est bien cela. On a une population qui attend. Et à partir de cela, dans votre tête, quelles ont été les actions qui étaient importantes et indispensables que vous deviez mener rapidement? Alors, très vite, réconcilier Basse-Pointe avec elle-même, la ville avec elle-même. Rassurer la population qu'on n'est pas venu pour faire une chasse aux sorcières et que j'étais d'abord le maire de tout le monde. Et vis-à-vis de mon prédécesseur, lui rappeler, je le lui dis toujours, il a été mon ancien professeur, et lui dire que il n'y avait pas d'antagonisme entre l'élève et le professeur, parce que si l'élève aujourd'hui a pu accéder à ce poste-là, c'est d'abord parce qu'il avait enseigné des valeurs de respect. Et je vais jusqu'au bout lui démontrer que même si déontologiquement nous ne partageons pas la même idéologie politique, mais je suis toujours animé de cette valeur de respect qu'il m'a enseignée. D'autant que c'est un monsieur, je parle bien de l'ancien maire que je connaissais très bien, qui était hyper poli. Alors dans l'arène politique, on n'entendait jamais un mot déplacé de sa bouche. Et je crois que c'est ce que je garde de ce monsieur. Tout à fait, et c'est ce qui nous a enseigné, toujours le respect, des valeurs de respect des uns par rapport aux autres, et je crois que c'est fondamental dans les relations que nous avons bilatérales avec nous-mêmes. Alors aujourd'hui donc, nous allons brûler un petit peu les étapes. Vous êtes donc maire et vous avez plein de projets pour Basse-Pointe. C'est vrai qu'on parle de Basse-Pointe depuis quelque temps, beaucoup. Merci. Alors, j'ai pensé à vous notamment, je vous le disais tout à l'heure, en off pour l'aéroport. J'avais cru entendre dire que bon, ça pouvait aller ailleurs. Et vous m'avez confirmé que vous aviez entendu ça aussi. Donc, j'avais très bien compris ce que j'avais lu. Et puis, il y a vous l'appelez quoi? Le festival de surf? Comment vous appelez votre... La compétition internationale de surf. Voilà. Alors, chaque année, donc, vous montez. Cette année aussi, ça va être une belle compétition. Ça va être une très belle compétition, d'autant que je vais pouvoir réaliser quelque chose qu'on a demandé, c'est-à-dire être en mesure de montrer que la compétition de surf, enfin la pratique du surf n'est pas dédiée uniquement à la jante masculine, mais bien aussi c'est un sport mixte. Donc les femmes, il y aura donc 18 surfeuses du monde entier, donc pour le plus grand plaisir de nos visiteurs. Et puis il y aura aussi pour la clôture, parce qu'il faut créer de l'attractivité, il faut désenclaver le Nord, il faut donner envie à la fois aux touristes locaux et étrangers de venir dans le Nord. Donc il y aura un grand concert avec un groupe que tout le monde connaît, qui est Kassav, et qui, eux aussi, je me suis entretenu avec certains musiciens, rêvent d'être un grand concert ouvert, public ouvert, rêvent justement de venir dans les petites communes dans le Nord, parce que beaucoup sont aussi du Nord, sont originaires du Nord, certains d'entre eux tout au moins, et d'offrir ce spectacle. Alors, je pense que ça va rassembler les mains. Bien évidemment, il y a un gros dossier de sécurité qui est monté, mais c'est dire la volonté de désenclaver et puis d'ouvrir Basse-Pointe et le Nord à l'externe. Alors, un dossier comme cela qui est, ma foi, très important, vous le gérez comment? Vous prenez les sous où? Est-ce que vous avez des partenaires privés? Parce qu'on entend maintenant les maires dire « Ah, nous n'avons plus d'argent ». Et pour organiser ça, il faut de l'argent. C'est vrai que M. Macron ne nous rend pas la tâche facile avec ses réductions drastiques, mais enfin, je crois que c'est là qu'il faut être réactif et puis aller chercher du financement. Donc toute cette opération va se réaliser avec simplement l'aide parce que je crois beaucoup en la force du PPP. Ce sont des acteurs économiques, il ne faut pas l'oublier.
et qui, jusqu'à présent, je crois que le plan de financement est pratiquement bouclé grâce justement à ces partenaires privés que je remercie. Voilà. Alors, nous allons parler d'autre chose. Alors, aujourd'hui, vous faites quoi? Vous êtes encore en exercice dans vos fonctions ou bien vous avez pris le pari de vous occuper que de Basse-Pointe? Alors, je crois que la fonction d'élu, surtout lorsqu'on arrive au sein d'une collectivité qui a été gérée pendant 49 ans avec des méthodes, et qu'on arrive et qu'on veut impulser justement la notion, la culture du résultat, surtout développer, rendre le personnel acteur des réalisations de la commune et non pas des acteurs passifs, mais vraiment des acteurs actifs. Donc c'est un gros projet qu'il fallait, en fait, il y avait 2 champs sur lesquels il fallait intervenir parce que le mois prochain, nous aurons donc 4 années de mandature. Il fallait agir à l'interne vis-à-vis du personnel, au niveau du management, au niveau de la formation. Mais aussi, il fallait agir vis-à-vis, répondre à la satisfaction. Donc déjà, commencer en interne pour permettre aux agents d'être beaucoup plus actifs au niveau de la satisfaction des administrés qu'on a à servir. Donc donner du sens au service public, je peux vous dire, monsieur Lagier, que ce n'était pas facile. Et je vous crois. Pas facile. Lorsque on commence à parler, parce que en 2008, la ville de Basse-Pointe a été mise sous tutelle, instaurer un contrôle de gestion, commencer à parler au personnel au niveau du service financier de toute consommation du budget en mensuel et en cumulé pour assurer dans le cadre un suivi budgétaire dans le cadre de l'exécution du budget. J'avais l'impression que je parlais chinois. Mais finalement, je découvre un personnel vraiment très motivé et je peux vous dire qu'on a d'excellents résultats. Ça a pris du temps, mais actuellement, je crois que je leur dis souvent, mais vous n'avez plus besoin de moi. Non, mais parce que là, c'est vrai que quand des personnels ont pris l'habitude de fonctionner avec quelqu'un qui avait ses habitudes, où on avait instauré des habitudes bonnes ou mauvaises, il est très dur de les faire perdre. Et je pense que ça a été certainement le plus gros travail que vous avez eu à faire. Ah, tout à fait. Être là en permanence, c'est pour ça qu'il fallait que j'ai la disponibilité nécessaire pour être avec le personnel, les accompagner, élaborer un plan de formation, revoir des situations pour les rassurer. Vous avez des personnes qui étaient dans leur avancement bloquées. Titulariser ces agents pour leur montrer qu'il fallait leur donner ce que j'appelle la garantie de l'emploi dans une commune rurale où sur tout le territoire on voyait bien, surtout au niveau du chômage des jeunes, qu'il fallait faire quelque chose. Et je crois qu'on a donné des signes et je crois que comme je suis comme Césaire très attaché à la symbolique, je crois que ça a permis de créer vraiment une synergie parce que vous arrivez au niveau du personnel, je peux vous dire que il y en a qui pleuraient, qui n'étaient pas bien, qui avaient peur parce qu'ils avaient peur. Et actuellement, je leur ai permis de dépasser cette peur. Je leur dis, je vous donne une boîte à outils, des outils au niveau de la formation pour vous permettre justement de pouvoir appréhender n'importe quelle situation demain parce que professionnellement, je vais vous rendre fort et capable d'affronter n'importe quelle épreuve, et puis de répondre aussi à d'autres opportunités, pourquoi pas. Voilà. Donc, on va passer à un autre thème. Si aujourd'hui, vous vouliez me dire venez passer un moment à Basse-Pointe, que me diriez-vous pour me donner l'envie d'y venir? Il y a quoi à Basse-Pointe? Qu'est-ce qui s'est développé? Et qu'est-ce qui en voie de se développer sur Basse-Pointe et ses environs? Alors, merci de me permettre d'en parler. Nous avons donc élaboré, on a mené des investigations parce que Basse-Pointe, c'est une terre de richesse. Je dis souvent que c'est une terre qui est rebelle, mais aussi authentique. Et tout ce travail que nous faisons, c'est comment garder à Basse-Pointe, préserver son authenticité tout en l'ouvrant vers la modernité. Donc nous avons recensé, nous avons élaboré, j'ai écrit un parcours culturel, puisque nous avons pris, le conseil municipal, 2 orientations fortes, c'est nous tourner vers le tourisme sportif, via le surf et vers le tourisme culturel. Le tourisme culturel, nous avons déjà accueilli 70 professeurs de français d'Europe, de Scandinavie. Il y avait des Scandinaves, des Italiens, des Espagnols, des Australiens, des Autrichiens, autour de ces aires. Et ça m'a donné l'idée de me dire, mais finalement, il y a beaucoup de choses. Donc, nous avons élaboré donc, ce parcours culturel qui part
DCS de Basse-Pointe, février 1974, des personnages illustres. Il y a Césaire, bien évidemment, mais il y a le député Pécoul. C'est un béquet qui a participé, qui a travaillé activement à l'abolition de l'esclavage, ce qui est tout à son honneur. Il y a aussi quelqu'un dont on ne parle pas, qu'on connaît peu, qui est Hippolyte Maurestin, qui a été médecin dans après-guerre et qui a notamment fait parler de lui de ce qu'on appelle les gueules cassées, puisque c'est la pierre angulaire, je redis, c'est la pierre angulaire de la chirurgie réparatrice, la chirurgie faciale. Et lorsque vous allez chez le dentiste, vous avez un aspirateur de salive, c'est une innovation d'Hippolyte Maurestin. Il a laissé, il a beaucoup écrit, il a laissé des méthodes au niveau de la chirurgie réparatrice qui s'appelle la méthode dite de Maurestin. Et donc, à partir de tout ça, donc, il a habité Basse-Pointe, il est né à Basse-Pointe, mais sa maison d'habitation, à cause d'une intempérie, a été détruite. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, toujours avec l'UNESCO, de pouvoir lui créer un espace muséal. Et je vais vous étonner, c'est dans les investigations avec l'UNESCO, il y a 2 médecins new-yorkais qui utilisent justement la méthode dite de Maurestin et qui ont proposé tout naturellement de financer cet espace muséal à condition que la ville de Basse-Pointe organise chaque année un symposium médical en hommage à Hippolyte Maurestin. Donc vous avez aussi d'autres caractéristiques comme l'indianité, et avec un jeune notamment, nous sommes en train de travailler pour réhabiliter tous ces sites-là, parce que Basse-Pointe, nous avons pas seulement Basse-Pointe, mais c'est vrai que Basse-Pointe, après la guerre, a donc accueilli beaucoup de ressortissants hindous. Et par conséquent, ça vient donner quelque chose d'extraordinaire dans notre métissage, puisque nous avons ce quadruple métissage, à la fois européen, africain, amérindien et indien. Donc, il y a tout ça qu'on peut proposer. Et puis, vous avez l'habitation Gradis, qui a été justement au lieu de la traite des grillés à Basse-Pointe. C'est notre histoire, c'est mon histoire. Je n'ai pas honte de mon histoire. Elle est ce qu'elle est, mais je me suis approprié mon histoire. Donc, vous avez tous ces événements, tous ces éléments qui font que nous avons de quoi être en mesure, et c'était là l'objectif dans un projet de politique communale que nous avons élaboré, c'est d'être en mesure de proposer une offre culturelle à nos visiteurs. Voilà, donc que devient l'hôtel, comment vous l'appelez encore? L'hôtel Léritz. Léritz, que devient le Léritz? Il est actuellement en travaux. Je crois que le rôle aussi de l'élu, c'est de recréer ce capital confiance avec les investisseurs à travers justement une dynamique. Et je crois que cette dynamique porte ses fruits, puisque les ayants droit, les héritiers donc de feu Monsieur de Meillac ont décidé donc de réhabiliter l'hôtel Léritz. Mais ça se fera par palier. Dans un premier temps, le palier restauration et ensuite le palier hébergement. Très bien. Donc l'hôtel Léritz, à terme, devra revoir le jour. Tout à fait. Parce qu'on se souvient qu'à une époque, il y a eu la période de l'hôtel Léritz à Basse-Pointe qui faisait un petit peu... Avec la rencontre de Gérald Ford. Ça ne peut pas s'oublier. Et c'est vrai que c'est toujours embêtant de voir que des structures comme celle-là, qui devraient être bien campées et debout, partent un petit peu... Bon, ouais. Et donc, vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé effectivement de nous avons créé ça en créole, le migonnage entre Européens, autochtones... indiens. Comment ça se passe à Basse-Pointe, justement, avec notamment l'implication des Indiens dans la vie? Alors, s'il y a vraiment des personnes que je respecte, c'est bien la population indienne. Pourquoi? Parce que lorsque j'appelle ça le chemin de progrès, je vois une population. C'est pour ça que je dis, il faut que nous arrivions, je le dis à la jeunesse, à distinguer ce qui est passager de ce qui est définitif. Parce que voilà une population qui a beaucoup souffert, à qui on a promis. Alors j'en parle, d'autant que ma grand-mère était indienne. Je dis, on nous a promis, à la base, un aller-retour. On a eu l'aller, le retour, on attend toujours. Par conséquent, mais ils ont été très réactifs et actuellement, ils sont passés du stade d'exécution, d'agent d'exécution, à celui de pouvoir politique. Ce sont les maîtres du pouvoir politique, entre guillemets, à Basse-Pointe, parce qu'ils ont tout de suite vu, du point de vue économique, comment ils pouvaient se reconvertir.
La plupart, ce sont des transporteurs, il y en a qui ont des restaurants, qui ont monté donc des entreprises de prestation de services, aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers. Mais je trouve que c'est une très belle réussite et je suis vraiment contente de voir comment, parce que nous avons toujours tendance à nous apitoyer, alors que très souvent, il suffit de regarder autour de nous. Vous avez des personnes qui nous donnent l'exemple et qui disent, bon, ben, la situation, c'est pour ça que je dis mon histoire est ce qu'elle est, mais je vais la positiver. Voilà des personnes qui ont positivé. Voilà, et qui font partie intégrante de la communauté à Basse-Pointe. Ils ne sont pas en retrait. Et qui sont très respectés parce qu'ils ont en même temps, il y a toujours ce souci identitaire parce que nous avons, c'est vrai que l'abolition de l'esclavage n'est pas si vieille que ça, donc nous sommes un peu fragiles, on a tendance à imiter toutes sortes de modes, toutes sortes de courants d'idées ou de pensées, mais voilà des personnes, parce que nous avons donc dénommé une rue la rue Albert Almel, parce que ce monsieur a été un grand défenseur de la coutume, tout en ayant la capacité de s'intégrer à une communauté, mais tout en préserver son identité. Je trouve ce geste extrêmement fort. Est-ce que les Pointois, par définition, sont des rebelles? Alors, pourquoi je dis ça? C'est bon, il n'y a pas que les 16 de Basse-Pointe, on sait bien que de tout temps, à Basse-Pointe, il y avait des gens debout, des ouvriers debout qui se battaient. Est-ce que à Basse-Pointe, cette idée de rebelle est restée, ou bien c'était ponctuel au monde ouvrier, au monde agricole? Alors, je dirais simplement que c'est une caractéristique, et c'est pour ça que permettez-moi, monsieur Lagile, de revendiquer ce titre de rebelle. Parce que, mais en fait, on utilise, c'est une ville rebelle quand il faut être rebelle. Parce que je ne sais pas si on a vraiment connu la situation des ouvriers agricoles au sein des exploitations, comment c'est extrêmement dur. Et c'est pour cette raison que j'ai écrit un livre que je vais vous offrir. Absolument. Sur quelqu'un, alors une des femmes, parce que les femmes ont mené, il y a eu des mapipi femmes comme madame, celle dont je parle, madame Berthe Lebiel alias Fifi, mais il y en a une autre qui l'a précédée, qui s'appelait madame Loulou Marel, qui était originaire de Sainte-Marie, mais qui a travaillé à Basse-Pointe, mais qui avait ce pouvoir de pouvoir soulever des masses pour revendiquer. À juste titre, être rebelle, c'est pas être rebelle pour le fun, c'est être rebelle pour revendiquer quelque chose, pour reconnaître qu'il fallait que la classe ouvrière soit défendue. Donc, mais Basse-Pointe est par définition une ville très accueillante. Nous sommes donc une commune du Nord. Les gens du Nord, c'est vrai qu'Alain Souchon en a parlé, mais ici aussi, d'autres en ont parlé. Nous sommes très attachés à des valeurs de partage, d'entraide, de solidarité. Et la population de Basse-Pointe, c'est une ville, par définition, c'est une population très, très accueillante. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que lors de l'étude d'impact du Martinique Surfo, l'édition 2017, les surfeurs vraiment mis l'accent sur cet accueil, puisqu'on a été très réactifs. L'hôtel des Rites n'était pas opérationnel. On avait donc réuni des particuliers, tout en expliquant les fondamentaux, assurer la maison, les conditions, etc., qui ont accueilli des surfeurs. Et je peux vous dire que ce sont les surfeurs qui ont apprécié ce nouveau concept qu'on a mis en place à Basse-Pointe et qui l'opposent à ces hôtels froids, avec un accueil froid et très impersonnel, et qui reviennent régulièrement à Basse-Pointe, qu'ils avaient promis, avec leur famille, en dehors de la compétition, parce qu'ils n'ont pas oublié cet accueil qu'ils ont eu. Les gens de Basse-Pointe, ce sont des gens extrêmement accueillants. Justement, donc, puisque vous êtes entré dans la faille, ils ont été logés comment, tous ces surfeurs internationalement connus? Chez l'habitant? Chez l'habitant, et là, ils sont très attendus. Et d'ailleurs, lorsqu'ils s'en vont, ils font déjà la réservation pour l'année suivante, et ils reviennent toujours avec un ou deux en plus. Et les gens de Basse-Pointe sont très contents de pouvoir... cette mixité apporte beaucoup. Et puis nous avons été aidés par Cap-Nord, qui est vraiment... supporte beaucoup cette manifestation, puisqu'avec la CCI, il y a eu une formation linguistique, au moins pour permettre... Parce qu'on s'est rendu compte que là, compte tenu des résultats, que la langue... l'utilisation de la langue n'était pas une barrière. Mais là, Cap-Nord a donné la possibilité à la population, ceux qui hébergent, de pouvoir parler. Donc, il y a eu des stages d'initiation en anglais, en espagnol, en portugais, pour permettre aux gens de faciliter les échanges. Voilà.
Voilà, ça c'est une très bonne chose. Ça a permis justement à des gens. Le sport a permis à une catégorie de travailleurs d'apprendre à parler une langue ou des langues, ce qu'elles ne savaient pas faire peut-être à un moment donné. Alors, je reviens sur ce côté. On va élargir un petit peu notre voyage, puisque je suppose que Basse-Pointe, c'est le microcosme de ce qui se passe d'une manière générale à la Martinique. Quel regard avez-vous sur la Martinique, sur la jeunesse martiniquaise, sur le... comment je dirais ça, bon Dieu, sur ce qu'on demande à notre jeunesse et ce qu'on attend d'elle? Est-ce que pour vous, elle répond à ce qu'on attend d'elle ou pas? Absolument, mais je crois qu'il faut aider la jeunesse. Il faut qu'on arrête de faire le procès de la jeunesse. Parce qu'il faut aller, parce que je dis souvent, hein, comme a dit un grand sociologue africain, pour comprendre les enjeux du monde, il faut d'abord s'adresser à la jeunesse. Et c'est pour cette raison qu'à Basse-Pointe, il y a un travail qui est mené depuis l'année dernière par 3 sociologues, Serge Domi, qu'on ne présente plus, Malik Duranty, ainsi que Malik Duranty, et Alain Louise, pour justement aller au-devant des jeunes. Parce que nous avons l'idée de créer un conseil des jeunes, pour permettre, parce que je leur dis souvent aux jeunes, il faut que je sois en mesure d'assurer la transmission, parce qu'on n'est pas mère à vie. C'est pas que la Martinique ne m'intéresse pas, mais on n'est pas mère à vie, et il faut justement responsabiliser les jeunes. Et comment on va faire si on ne les accompagne pas? Et puis on avait l'idée de créer un conseil des jeunes, mais je me suis dit, en regardant un petit peu ce qui se passait, est-ce que c'est vraiment la réponse, enfin, ce que les jeunes demandent? Non, on ne sait pas. Donc je me suis adressé à ceux qui savent le faire. C'est 3 sociologues qui sont en train de mener un travail. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. On a beau le dire, mais il ne faut pas simplement le dire. Il faut vraiment le penser et tout faire pour permettre que justement à la jeunesse de constater que nous investissons, nous croyons en cette jeunesse-là et qu'on va leur donner des outils de prendre en main le pays demain. Et ça, c'est important, donc d'accéder au pouvoir politique. C'est ce que je leur souhaite. Et c'est pour cette raison qu'au niveau de la mission locale, nous menons, dont je suis la présidente, la mission locale du Nord, je mets en place un certain nombre d'actions pour les jeunes pour leur permettre de s'ouvrir. Parce que c'est ça que Césaire nous a demandé. Dans le discours des 3 voies et des 5 libertés, Césaire parle beaucoup d'ouverture. Et cette ouverture, pourtant nous sommes sur une île, donc il y a l'insularité, mais encore il faut donner du sens à cette insularité, et surtout le gros travail que je mène actuellement, c'est que nous sommes toujours dans un sens, en termes d'échange, la Martinique vers la France. Je ne dis pas non, mais je dis qu'il y a une loi sur la coopération caribéenne, il faut faire une triangulaire, Martinique-France, de notre existence n'est encore écrit. Le grand livre de notre vie ne relatera pas ce que nous avons réalisé au travers de nos actions, de notre engagement, de nos luttes menées très souvent contre nous-mêmes pour donner du sens à notre mission. Et c'est pourtant le véritable but de notre passage sur Terre. Ça, c'est pour les enfants. Et je leur dis aussi autre chose. Et ça c'est dédié à Naël, mes petits-enfants, Aïdan, Nolan, Yann, et mes 2 enfants, Nicolas et Alison Grégory. Voilà. Mais je parle souvent de mon père. Tout ce que je viens de dire là, c'est... Papa ne savait ni lire ni écrire, mais papa nous donnait beaucoup en créole, beaucoup... il disait toujours, en créole, lorsque un homme, il faut donner un point à la tête. Et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. J'étais très gênée de lui demander des explications. Le point à la tête, ouais. Le point à la tête, simplement, ça veut dire on vous apprend ça en faculté. Et papa, je dis souvent que si mon père avait eu... Parce que papa, il a perdu sa mère, il avait 10 ans, donc il a fait ce qu'on appelle des tibanes. Et papa a beaucoup souffert, beaucoup travaillé. Et le pire, c'est que ce sont ces emplois où il y a le plus de pénibilité qui sont les plus mal payés. Et par conséquent, ces personnes, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes qui perçoivent de petites retraites en plus. Donc, comme dirait, je lui en parle souvent, Jean-Claude Duverger, je lui dis, lorsque je suis rentré en Martinique et que j'ai entendu ton poème, là, au petit Foutouka Parfait, j'ai dit systématiquement, j'ai pensé à mon père. Parce que papa n'était pas un grand grec, donc par conséquent, sa condition d'ouvrier agricole faisait que dans l'échelle sociale, il était au bas de l'échelle, et je sais tout ce qu'il a souffert. Donc j'enseigne beaucoup, et mes enfants me remercient beaucoup de leur parler, ils n'ont pas connu leur grand-père, de leur parler, donc toujours de
Papa Constant, comme ils disent, et maman, merci de nous parler de Papa Constant, parce que c'est ça la vraie vie. Est-ce que quand vous étiez petite, vous avez eu faim? Mais, monsieur Lagier, la personne qui vous parle, j'ai dormi. J'ai dormi sur de la terre battue. J'ai mangé des légumes sans chair avec le bouillon des légumes comme sauce. Et c'est ça que j'enseigne à mes enfants. C'est cette endurance et toujours leur dire, parce que dans toute l'histoire de mon père, ce que j'ai retenu quand papa, son apothéose, c'était son embauche à la ville de Fort-de-France, parce que pour lui, il disait toujours, c'est Césaire qui fait si moi un homme, je dis jour. Et mais j'ai retenu que, en fait, papa nous disait avec élégance que dans la vie, il faut savoir distinguer ce qui est passager de ce qui est définitif. Et ça, c'est important, et je le transmets à mes enfants, je leur dis, et j'ai même peur pour eux par moment, parce que je leur dis, je vous apprends tellement de valeurs que je ne vous apprends pas un petit peu dans ce monde tout ce qu'il y a de... Comment se frayer un chemin dans ce monde? Vous pouvez facilement, avec ces valeurs on a l'impression que tout est adulé, etc., tout ce que Papa Constant disait, mais sachez qu'à côté de ça, ces valeurs de respect, vous avez aussi autre chose, et il faut que vous soyez vigilants. D'accord. Alors, nous allons terminer, puisque je ne peux pas me séparer de vous. Si, je peux me séparer de vous, mais en tout cas, on ne va pas se quitter sans que nous parlions de Marie-Thérèse Casimirius, l'écrivaine, parce que j'ai découvert là ce matin que vous aviez également le temps d'écrire. Oui, j'ai le temps d'écrire pour dire, parce que je crois que ça fait partie aussi de nos missions. Il faut qu'on arrête, nous sommes dans un pays de palabres, où on aime palabrer. D'oralité, on n'aime pas écrire. Voilà, donc il faut écrire, et je suis en train d'écrire autre chose aussi, parce que je vous parle aussi de certains combats menés. C'est passionnant, hein, la politique, si on positive. Donc il faut aussi aller dire aux Martiniquais, il faut changer ça, parce que ça, il faut le dire d'une autre manière, pas pour entrer dans des joutes verbales, mais à travers des expériences, comment on a perçu ce dont je vous parlais tout à l'heure pour des élections nationales, faire comprendre à quelqu'un, vous m'avez fait du mal, parce qu'il ne suffit pas, malheureusement, on assiste très souvent, on a tendance à penser que faire du tort à quelqu'un, c'est prendre un couteau ou un fusil, mais faire du tort à quelqu'un aussi, c'est rester, faire une foule de mensonges et pour détruire quelqu'un, et en quelque part, même si on peut avoir la carapace qu'on veut, ça vous fait mal. Est-ce que vous avez souffert en tant que femme en politique? Quand vous êtes entrée en politique, je parle de la femme, le fait que vous soyez une femme. Énormément, parce que j'avais toujours l'impression, et jusqu'à présent, j'ai l'impression, hormis Serge Letchimy, j'ai toujours l'impression que certains pensent que créer des espèces de groupes, notamment dans le Nord, pour essayer mais heureusement que d'autres sont venus me renforcer, comme notamment Bruno Nosterazio, mais j'ai senti que les gens ont l'impression comme si une femme, elle est en couche culotte, et que il y a ce qu'on appelle, ça c'est dans tout ce qu'on appelle le social, le poids d'une homme qui va faire qu'elle va adhérer, par exemple, dans Marche avec nous, pour qu'elle ne vienne pas avec nous, donc on va faire bloc, elle sera obligée, comme elle est isolée. Bruno Nosterazio est aussi dans Marche, mais il a une autre posture, il a une posture beaucoup plus de respect qu'une posture de pression. Et je suis quelqu'un, j'ai bien appris la leçon de mon père, je me laisse influencer par personne et impressionner par personne. Eh bien, c'est sur ces mots forts que nous allons mettre au terme à notre entretien. Je vous remercie encore une fois d'avoir accepté de venir discuter avec moi. L'échange a été excellent. Merci. Et voilà, et je vous dis bonne fin de journée, puis bon retour à Basse-Pointe. Merci beaucoup, M. Lagier. Et puis, je salue les franciscains, notamment Marie-France Taudiard. Merci. Ok, je pense qu'elle a entendu alors. Allez, c'était notre émission du mercredi. Nous recevions, je vous le rappelle, si vous avez pris l'antenne en cours de route, Marie-Thérèse Casimirius, qui est la maire de Basse-Pointe. Bonne journée à vous, à bientôt.